Bienvenue pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois. Donc vous êtes au sein d'un symposium organisé par l'association Sens, dont je vous invite à prendre connaissance à travers le petit dossier qui vous est donné à l'accueil, que vous pourrez prendre à l'accueil, s'il en reste. Et donc le thème de ce symposium, c'est les mythes et le paranormal. Faut-il parler de mythes ? Et nous entrons dans un autre vif du sujet, après avoir abordé quelques sujets cet après-midi. Nous entrons dans le vif d'un sujet lui-même à vif, si je puis dire, qui est donc le phénomène ovni, qui déclenche tant de passion, et donc il est tellement difficile de dépassionner les débats, ce qui est tout de même bien dommage. En fait, bien entendu, ne vous attendez pas à ce qu'on vous apporte une réponse sur le phénomène ovni. On aurait peut-être bien aimé, mais je crois que personne ici n'est capable de vous donner une réponse par rapport à ce phénomène. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes tous d'accord sur la légitimité des recherches à partir de ce dossier, que le phénomène ovni est bien une énigme et qu'il n'y a incontestablement pas d'explication réductionniste à avoir par rapport à un tel phénomène. Maintenant, il faut toujours avoir le même discernement, la même vigilance. Il est évident qu'il y a des cas tout à fait explicables, et puis il y en a d'autres qui restent des énigmes qui seront peut-être résolues très rapidement, et encore d'autres qui mettront beaucoup plus de temps à être résolues. Donc à cette table ronde, eh bien, nous sommes quatre. Nous avons limité à 4 participants, dont finalement Grégory et moi qui animerons, donc 2 finalement intervenants, qui interviendront donc à cette table ronde sur le phénomène ovni. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je crois que ces 2 personnes à elles seules ont beaucoup de choses à dire. Là aussi, il aurait été évident qu'il était possible d'inviter beaucoup d'autres personnes pour s'exprimer sur ce sujet. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont envie de s'exprimer. Et en tout cas, si elles sont dans cette salle, elles pourront le faire à partir de 10h moins le quart normalement, où là on vous laissera poser toutes les questions nécessaires et utiles, en vous demandant bien sûr toujours de poser vos questions avec courtoisie et en occultant un petit peu toutes les passions. Nous ne sommes pas là pour censurer, nous ne sommes pas là non plus pour affirmer quoi que ce soit, nous sommes là pour débattre, ce qui est déjà difficile en soi. Donc, eh bien, à ma gauche, Bertrand Méheust, à l'extrême droite, c'est un hasard, hein, bien sûr, Jacques Vallée, que vous avez vu. Je suis à l'extrême gauche de la salle. C'est exact. Comme quoi tout est relatif. Hein. Et donc, Grégory Gutiérrez. Alors, Grégory Gutiérrez m'accompagne, il fait déjà partie de Sciences Frontières. C'est un journaliste qui travaille à Sciences Frontières et que j'ai connu dans le cadre de Sciences Frontières, toujours avec ce festival formidable tous les ans en ce moment à Cavaillon. Et puis Grégory a la particularité d'avoir notamment écrit sur le site Ufocom un article très bien fait sur Jacques Vallée et sur ses études. Et enfin, Grégory fait partie d'un comité que nous avons créé à l'association Sens, qu'on appelle le comité des 30, et qui est un comité qui regroupe des anciens étudiants et des étudiants actuels qui ont la particularité d'avoir fait une tâche bien particulière sur une des énigmes dont on traite au sein de Sens. Voilà, et ce comité a pour fonction d'aider les étudiants actuels qui veulent faire une thèse, un mémoire. C'est pour ça que je mets toujours l'accent sur la rencontre avec les étudiants, et on souhaite vraiment organiser des réunions avec les étudiants, parce que je pense que c'est vraiment très très intéressant de pouvoir se rencontrer à ce niveau-là. Donc je vais laisser intervenir Grégory, mais avant tout, afin qu'il se présente un petit peu, je vais tout simplement te demander de présenter les raisons pour lesquelles tu t'es intéressé au phénomène ovni. Merci Eric. Les raisons pour lesquelles je m'intéresse au phénomène ovni sont très simples. Tout comme la parapsychologie, la mémoire de l'eau et autres, il s'agit pour moi d'un sujet de controverse scientifique. Qu'on accepte ou pas le phénomène ovni dans sa réalité, et dans quelle réalité, ça pose une question à la science et à la méthodologie scientifique. Donc c'est pour ça, de la même manière que je m'intéresse à la parapsychologie, parce que les outils scientifiques ne semblent pas être aptes à cerner et à comprendre tout à fait le phénomène. Et moi ça m'embête un peu, parce que la science visiblement a pu depuis 100 ans, 150 ans, prouver son efficacité. Et là, elle bute sur quelque chose de bizarre. Donc c'est simplement pour ça qu'au départ, je m'intéresse au phénomène ovni. Et que donc j'ai participé plus un an et demi aux activités de l'Ufocom. J'en suis toujours membre, je crois, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer.
Et que depuis 2 ans, je suis journaliste pour la revue Sciences Frontières, qui s'intéresse à tous ces sujets où je m'amuse comme un petit fou. Voilà. Tu as ta réponse? Voilà. Donc on va passer, je crois que c'est Jacques Vallée qui va ouvrir les hostilités. Alors nous faisons un exposé sur les traces physiques de ces pareisobnis ou les mesures que l'on peut faire à partir des observations. Je pensais que c'était utile peut-être de refaire le point sur ce qu'un scientifique peut faire vis-à-vis du phénomène ovni, parce que toutes les passions médiatiques de ces dernières années ont créé un effet sur les scientifiques qui font vraiment de la recherche de pointe dans ce domaine, sont passés un peu dans le maquis, sont passés un peu dans la clandestinité. Je voudrais vous donner un exemple un petit peu du genre de matériel sur lequel ces scientifiques travaillent. Je montre cette transparent à nouveau parce que tout ce que je vais décrire, je vais passer très vite sur un certain nombre de cas, mais tous les détails et toutes les analyses ont été publiées sur le site de la Société d'exploration scientifique. Le seul point vraiment fondamental sur le signe duquel je voudrais mettre cette présentation, c'est qu'il est possible d'avoir une approche rationnelle du phénomène ovni sans préjuger de la nature du phénomène. C'est-à-dire qu'il est possible, on a suffisamment de données quand on étudie le phénomène sur place, qu'on va voir les témoins, qu'on interroge les témoins, qu'on interroge le paysage aussi, qu'on fait des recherches systématiques sur le terrain, on rassemble assez de données pour faire de la science. Alors, voyons jusqu'où cette science peut aller, et puis après, on pourra faire des hypothèses, après, on pourra débattre sur les différentes interprétations du phénomène. Mais commençons par faire cette recherche. Je voudrais vous donner deux exemples, des calculs de luminosité, d'une part, qui donnent une estimation de la puissance ou de l'énergie qui peut être dégagée par le phénomène, encore une fois, je l'appelle phénomène exprès, et les analyses physiques dont on dispose, comment ça dispose. Une des tâches auxquelles on s'attache, c'est d'abord de faire un catalogue aussi complet que possible des cas dans lesquels on a éliminé les canulars évidents et les erreurs évidentes. Et j'ai proposé un système de classification en partant des anomalies, ce qu'on appelle des fly-bys, c'est-à-dire des survols, c'est-à-dire des manœuvres et des rencontres rapprochées, en reprenant les catégories utilisées par le professeur Heineck, que j'ai étendu en servant des catégories de mon propre catalogue, et en le pondérant en fonction de l'étrangeté du phénomène rapporté. C'est-à-dire qu'ici on a le comportement du phénomène, et ici on a son étrangeté, en allant de la simple observation à le recueil d'une donnée physique, à l'observation d'une forme de vie associée au phénomène, d'une entité ou d'un être, un changement de réalité chez le témoin et finalement des changements physiologiques chez le témoin. Alors, ça donne donc une matrice très simple qui permet de classifier l'ensemble des cas. Dans le catalogue actuel, voilà le nombre de cas que nous avons pour les différentes catégories. Donc vous voyez, si vous regardez simplement les catégories physiques, on arrive à un chiffre de plusieurs milliers de cas sur lesquels on peut travailler. Donc les gens qui disent oui, mais les ovnis, vous savez, il n'y a pas assez de cas pour qu'on puisse vraiment faire de la science. Bon, c'était peut-être vrai en 1960, mais c'est pas vrai en l'an 2000. Il y a une abondance de cas relativement bien documentés. Certains, comme vous verrez, sont extrêmement bien documentés. D'autres le sont moins, mais fournissent quand même des données d'ordre statistique sur lesquelles un scientifique peut commencer à travailler, à commencer par les études de luminosité. Je vais vous parler de 6 cas. 6 cas parmi, si on pouvait rassembler, malheureusement, les groupes ufologiques, les groupes volontaires ufologiques dans le monde, ont beaucoup de mal à s'entendre parce qu'ils ont tous des théories différentes. Si on pouvait réussir à les convaincre de s'entendre, ils ont dans leur dossier beaucoup plus de cas qui pourraient être rassemblés, qui pourraient enrichir cette recherche, encore une fois, sans préjuger de l'explication finale. Ce premier cas, encore une fois, je vais aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est un cas qui s'est passé en 1956,
qui a été rapporté par le docteur Bruce Maccabee aux États-Unis. Les témoins étaient des pilotes militaires canadiens. Ils ont vu un disque brillant, bien défini, immobile, dans les nuages, et ils l'ont photographié. Dr Maccabee, qui est un spécialiste de l'optique des services de la marine américaine, a fait une analyse extrêmement détaillée. Il a déterminé la distance, évidemment avec une certaine approximation, mais on connaît la distance des nuages. Donc on estime que le diamètre de l'objet est de 100 mètres. La durée d'après les pilotes était de plusieurs minutes. Il a estimé une puissance de 30 000 mégawatts, c'est-à-dire une puissance équivalente à celle d'une centrale nucléaire. C'est ça? Ce cas est un cas français, en fait. De toute façon, comme ça, vous avez les détails dans les publications. C'est un cas français qui est bien connu par les ufologues français, c'est un cas assez classique. Les témoins étaient à peu près 200 observateurs, c'était à la Martinique en 65. Les témoins étaient des marins, les principaux témoins étaient des marins et des officiers français qui étaient à bord de plusieurs navires. Ils ont vu un objet rond qui arrivait de l'ouest à 9h15 du soir, qui a décrit plusieurs boucles au-dessus du port, qui a disparu, qui a reparu. Sa luminosité était de la pleine lune, sa distance 10 km, puissance estimée 2,3 MW. Encore une fois, il ne s'agit pas c'est pas des éclairs globulaires, c'est pas un météore, c'est pas une comète. Tous ces cas sont restés, bien entendu, inexpliqués. Le cas numéro 3 est un cas dont je me suis occupé personnellement aux États-Unis. Le témoin est un professeur de physique avec sa famille qui était en Louisiane en décembre 1966. C'est un cas que j'ai trouvé dans le dossier de l'Air Force, dans le dossier du projet Blue Book. Comme vous le savez peut-être, j'ai passé en fait 4 ans de temps personnel à éplucher tous les dossiers de l'Air Force américaine, le dossier du projet Blue Book, avec le professeur Heineck. Ce professeur de physique avait été donc en voiture avec sa famille et a vu une sorte d'hémisphère rouge brillant à l'horizon au-dessus d'un petit bois. Ça n'a pas particulièrement intrigué, enfin, il a quand même bien regardé, il s'est approché et il est arrivé à un point où la luminosité de l'objet était telle qu'elle noyait la luminosité de ses phares. Et étant professeur de physique, il a fait un calcul rapide de la distance de l'objet, donc le carré de la distance de ses phares, la puissance de ses phares, parce qu'il connaissait le wattage des ampoules de ses phares. Et quand il a vu ça, il s'est arrêté et il a un petit peu paniqué. La lumière s'était donc intensifiée. Il a reculé, en fait, il a décidé de ne pas passer devant l'objet parce que sa luminosité était trop intense. La puissance estimée était de 500 MW. Il a fait un rapport à l'armée de l'air. Je l'ai interviewé avec le professeur Heineck à l'époque. Et quand le comité Camden a été créé, comme vous savez, il y a un comité créé, financé par l'armée de l'air américaine et l'Université du Colorado, pour élucider une fois pour toutes la question des ovnis. Ce comité a travaillé pendant 2 ans et a publié un rapport qui était absolument honteux sur le plan scientifique, qui escamotait l'essentiel des observations, tout en les citant d'ailleurs. Parce qu'il y avait le tiers des observations qu'ils ont étudiées qu'ils ne pouvaient pas expliquer, mais il fallait vraiment lire le rapport dans le détail pour s'apercevoir qu'ils n'avaient pas expliqué le tiers des observations. La conclusion générale, c'est qu'il n'y avait pas à s'inquiéter du problème des ovnis. Mais c'est un cas que j'avais rapporté au professeur Camden, qui l'a étudié avec son équipe et qui n'a pas réussi à l'identifier. Donc là encore, on a des cas qui ont résisté à l'analyse plusieurs fois, à l'analyse des militaires de l'Air Force et de l'Université du Colorado. Des témoins extrêmement qualifiés, plusieurs témoins, il n'y a pas de doute qu'il y avait un objet d'une luminosité, d'une puissance lumineuse intense. Un cas cité et étudié par le GEPAN du tour de Poher, c'était en 1976, à Grenoble. Le témoin est directeur d'un grand laboratoire de physique français. Il y avait d'autres témoins qui ont été retrouvés par le GEPAN dans la région de Grenoble. Disque lumineux intense. L'objet avait créé une illumination égale à la lune et illuminait le paysage autour de lui, puissance estimée 15 km. Vous voyez qu'on va
il n'y a pas de modèle véritable qui se dégage jusqu'ici sur les mesures de puissance. On a vraiment des kilowatts de mégawatts, des milliers de mégawatts. L'autre cas qui m'a beaucoup frappé, aussi étudié par le GEPAN et par POER, le cas en 1978 à Dijon-Lestra en France, où un objet a été vu dans le ciel par plusieurs témoins. L'objet s'est approché du village et a éteint la cellule photoélectrique qui contrôlait les lumières dans le village. Donc, connaissant une estimation de la distance de l'objet, le GEPAN a retrouvé un certain nombre de témoins, donc ils ont pu faire une triangulation de la distance de l'objet, ce qui donne une puissance estimée, alors là avec certaines approximations, en fonction d'une distance de l'objet à la cellule de 150 à 500 mètres, une puissance de 160 kW à 5 MW. Donc on arrive quand même à avoir, à mettre si vous voulez, des parenthèses, enfin, un minimum et un maximum autour des mesures de puissance. Dernier cas de luminosité, le cas en Allemagne, étudié par le Dr. Van Ludwiger, qui vient de publier un livre qu'on a édité à l'Institut Leeds aux États-Unis. Il a publié son livre sur les cas européens. Il cite ce cas dans lequel il y a plusieurs formations de sphères lumineuses vues par un grand nombre de témoins à une distance de 14 km. On arrive à une puissance estimée de 352 kW. Alors, on peut bien sûr discuter sur l'origine de cette lumière, sur ses propriétés, etc. On peut en débattre, on peut faire des tas d'hypothèses, mais ne faisons pas ces hypothèses avant d'avoir fait une étude sur le terrain et avant d'avoir fait l'étude. Deuxième série de cas intéressants, c'est les cas où on peut faire des analyses physiques. Alors, malheureusement, la CIA n'a pas voulu m'envoyer l'exemplaire de l'OVNI de Roswell qu'ils ont dans le frigidaire, mais on a quand même un certain nombre d'autres cas, parce qu'il n'y a pas eu un seul cas de rapport d'OVNI avec des traces physiques. Les traces physiques, surtout avec les moyens de la physique aujourd'hui, on peut recueillir des micro-traces et les analyser de manière utile. Alors, il y a présenté 10 cas très rapidement d'échantillons matériels, et surtout m'a présenté sur le dernier. Je vais vous citer comme pour mémoire le cas de Batuba au Brésil, parce que c'est un cas qu'on a étudié, en particulier le professeur Stuart à Stanford continue à étudier, avec la collaboration d'un certain nombre de laboratoires, y compris des laboratoires français d'études des isotopes. C'est un cas absolument classique dans la littérature. Il a été cité d'abord par le Lorenzen, dans ce livre. Les témoins avaient vu, et on pense que le cas remonte aux années 30, avaient vu un objet qui plongeait et qui explosait en arrosant la région de magnésium de très grande pureté. Alors, la question, c'est de savoir quelle est la pureté exacte du magnésium. Alors, le magnésium est pur à 99, quelque chose, mais les amis rationalistes disent que du magnésium pur à 99, on sait le faire. Alors, la question, c'est de savoir si cet échantillon est vraiment anormal. Pour voir s'il est vraiment anormal, il faut regarder les impuretés. Alors, les traces d'impuretés qui existent dans ce magnésium ne correspondent pas aux impuretés classiques du magnésium. Alors, la seconde question, c'est est-ce que les isotopes de ces impuretés, les isotopes du magnésium, sont intéressants par rapport aux radioisotopes classiques du magnésium connus sur l'origine terrestre. Les traces, alors vraiment les traces absolument minimes sont d'aluminium, de calcium et de fer. Cette analyse continue, en particulier dans les isotopes. Il n'y a pas d'explication pour ce qui est arrivé. Comme vous allez voir, c'est un cas intéressant parce qu'on commence à voir se dessiner une sorte de modèle qui se répète dans un certain nombre de cas et qui peut conduire à une interprétation intéressante. Un cas très controversé, mais qu'il faut quand même citer, c'est celui de Maury Island, avant la fameuse observation de Kenneth Arnold le 24 juin 1947, qui est passé 3 jours avant, dans la même région. Les témoins étaient 4 personnes sur un bateau. Ils ont vu 6 grands objets en forme de tore. Un des objets s'est mis à osciller et il y a eu une explosion sous une éjection de métal à l'état liquide qui a été récupérée. Le FBI s'est procuré le métal, a fait une analyse qu'il n'a jamais publiée, mais d'autres analyses ont indiqué que le métal était une sorte de mâche fer avec un matériau argenté léger. Vous allez voir que ça se reproduit
dans un grand nombre de cas, il y a d'une part un matériau lourd qui ressemble à du mâchoire ordinaire, tout ce qui est plus ordinaire, mais d'origine inexplicable, et des matériaux légers comme de l'aluminium, du magnésium, des matériaux diatomiques. Troisième cas, en 1952, malheureusement on n'a pas la date exacte, des pilotes de la marine américaine ont poursuivi un objet, et un fragment brillant de cet objet s'est détaché, est tombé et a été récupéré. Le cas a été classifié. On ne le connaît que par un témoignage de Robert Smith, qui est un chercheur ufologue canadien qui avait accès au secret et qui a décrit le matériau comme une matrice d'autosilicate de magnésium. Encore une fois, on retrouve le magnésium. Malheureusement, on n'a pas l'échantillon. L'échantillon du Batouba, on l'a, il est à Stanford. Et plusieurs autres échantillons dont je vais parler sont des échantillons qu'on a à nos dispositions. Cas à Campinas, Brésil, survol par 3 objets discoïdaux. Encore une fois, un objet aussi, une perte de l'altitude, éjection de métal argenté qui est récupéré, analyse par le gouvernement brésilien, 90% des temps, plus d'autres éléments qui n'ont pas été documentés. L'île de Baden en Suède, 56, 2 témoins qui étaient dans un camion, voient un objet qui plane au-dessus de leur camion, qui décolle après 10 minutes, et ils retrouvent à l'endroit où l'objet était arrivé très près du sol, une sorte de roc, qu'on appelle une grosse boîte d'allumettes. Là aussi, on a l'échantillon pour analyse, et c'est un cargo de tungstène et du cobalt, un cas qui m'a été communiqué par le QFOS à Chicago, qui est la mobilité de me parler. C'est un automobiliste dont la année en 67 qui est entré en collision avec une sorte de lumière, et après c'est apparu sur la route, il n'a pas eu le temps de freiner, il a entré en collision avec, il n'y a pas eu véritablement de dommages à la voiture, mais il a retrouvé une substance fibreuse qui s'est avérée être à 92% du magnésium. L'échantillon a été analysé en particulier à nouveau par l'Université du Colorado. C'est encore une fois un cas non expliqué d'un véritable résidu métallique d'une observation. Dans l'Alaska, un esquimau malheureusement anonyme va retrouver après une observation 2 morceaux d'un matériau léger et argenté. Là aussi on a l'échantillon. Un cas près de Puebla, où un objet a été trouvé dans du silicium, dans l'annonce du trône et du carbone, c'était vers 78, il y a peu de détails. Un cas à Bogota en Colombie, que j'ai étudié moi-même, les témoins sont 2 étudiants de l'université, il pleuvait, 4 heures du matin, ils rentrent chez eux, ils entendent un bruit dans le ciel, il y a un disque de 4 mètres de diamètre environ, c'est leur estimation. En difficulté, 4 autres objets s'approchent de ce disque comme pour le stabiliser, et un jet de liquide, on commence à voir l'histoire se répéter, cet objet devient instable, et un jet de liquide, l'objet se stabilise et l'ensemble décolle. J'ai fait une analyse avec Hal Puthoff à l'Université du Texas. J'ai l'échantillon à la disposition de ceux qui voudraient refaire l'analyse. 94% à peu près d'aluminium, avec des traces de phosphore et de fer. La structure, on a bien étudié la structure de l'échantillon, elle correspond, alors on ne trouve pas d'éléments, entre guillemets, extraterrestres. Bien entendu, ce serait passionnant si on trouvait des isotopes qui ne correspondent pas aux isotopes de ces éléments sur la Terre. Mais si on trouvait des éléments totalement inconnus dans la chimie terrestre. Ce qui serait difficile à imaginer d'ailleurs, parce qu'on connaît bien la chimie des étoiles, la chimie des autres astres, à travers la spectroscopie et à travers l'astrophysique. Donc on ne s'attend pas à trouver des éléments qu'on ne connaît pas sur la Terre, mais on pourrait trouver des alliages qui sont inconnus sur la Terre, on pourrait trouver des structures qui sont inconnues sur la Terre, et on pourrait trouver des isotopes qui sont inconnus sur la Terre. Donc on a fait cette analyse. La seule conclusion qu'on peut vraiment en tirer, c'est que la structure et la composition de l'échantillon correspondent à l'histoire qui nous est racontée par les témoins. Il y a eu véritablement un phénomène brutal, même chaotique pour ce métal, et il a été refroidi rapidement par de l'eau. Donc ça correspond à l'histoire qui nous est racontée. Donc il faut se dire que l'histoire est probablement pas notre lumière. Oh, s'il vous plaît, on n'intervient pas. Je serais heureux de parler avec vous.
Le cas sur lequel, le dernier cas donc, sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est un cas que j'ai étudié avec témoins à Council Bluffs dans l'Iowa. Je vous montre une carte d'ailleurs de où ça s'est passé. C'est à côté de Omaha. Vous voyez, ça c'est Omaha. Et ça c'est dans l'Iowa, c'est une banlieue d'Omaha qui s'appelle Council Bluffs. Il y a un parc ici avec un lac. Et il y a une sorte de digue sur le bord du lac. Les témoins, il y a 11 témoins, en plusieurs groupes. Les témoins ont vu un objet stationnaire, ils ont vu évidemment différentes choses parce qu'ils ont vu différentes phases du phénomène. Ils ont vu essentiellement un objet discoïdal avec des lumières sur la périphérie de l'objet. L'objet s'est approché au-dessus du parc. Et il y a eu une éjection de métal liquide qui est tombé sur cette digue en grande quantité, sur une surface d'à peu près 1 mètre sur 2 mètres. Il y avait plusieurs autres témoins en voiture qui ont vu la même chose. La police est arrivée sur les lieux quelques minutes après. Et non seulement la police, mais un astronome amateur qui écrit une chronique d'astronomie dans un livre local. Et les échantillons ont été recueillis immédiatement, enfin pas immédiatement, parce qu'ils ont attendu que ça refroidisse un petit peu, et toutes les explications classiques ont été éliminées. La composition, c'est essentiellement du fer, et avec du nickel et du chrome, et l'échantillon ressemble absolument à du match. Alors, il faut voir les détails, c'était à 7h45 du soir, le 17 décembre 1977, il gelait, température 0, 32 degrés Fahrenheit, on connaît la vitesse du vent, on sait tous sur ce qui s'est passé. Là, ce qui est passionnant, c'est qu'il y avait 11 témoins et que la police est arrivée tout de suite. J'ai les photos de la police, ils ont pris des polaroïdes de ce métal en fusion qui continuait à couler le long de cette digue. Alors, il est resté chaud, touché pendant 2 heures. Le rapport de police que j'ai dit que le métal continuait à couler. Et ils ont vérifié toutes les sources de métal possibles dans la région. C'est quand même difficile de déposer du métal en fusion au milieu d'un parc la nuit sans se faire repérer, surtout en plus, si c'est un canular, c'est vraiment un canular très bien monté. Ils ont trouvé effectivement une source de métal. Il y a une société qui s'appelle Griffin Pipe, qui fabrique, comme son nom l'indique, des tuyaux en acier. Et ils ont interviewé le directeur, qui s'appelle M. Linton Stewart, qui dit que le point de fusion de ce métal, c'est 2500 degrés Fahrenheit, et qu'effectivement, ils auraient pu vider les culasses de leur fourneau, récupérer ce genre de matériaux, ils en ont, mais il aurait fallu vraiment un gros camion pour les transporter sur place, et puis ça n'expliquait pas le disque. Donc la seule source de ce genre de métal en telle quantité dans la région est éliminée. En plus, ils ne travaillaient pas ce soir-là, ils n'avaient pas fait le vidage de leur fourneau. Alors il y a plusieurs hypothèses. La deuxième hypothèse, c'est que quelqu'un se soit servi et amené du métal et puis l'ait mis en ébullition sur place, enfin en fusion sur place. Malheureusement, le métal était déjà en fusion à l'arrivée des témoins. Ça n'explique toujours pas le disque. Le sol était gelé, ce qui était en contradiction avec l'idée de faire fondre ce métal sur place. Le refroidissement, si vous avez essayé de le refroidir après avec de l'eau, ça va donner de la glace, il n'y a pas de glace sur place. Il n'y avait pas de source de thermie dans la région, donc cette conclusion a été également éliminée par les enquêteurs. Alors ils se sont dit que c'était un métal tombé d'un avion, parce qu'il y a le Eppler Field, qui est un des aéroports de la région de Malle, qui est juste à côté. Alors, même depuis, il n'y avait pas d'activité aérienne à cette heure-là, ils ont interrogé avec les contrôles, les lignes aériennes n'avaient pas d'arrivée à ce moment-là. Un avion qui aurait été sur le point d'atterrir aurait dû être bas, donc si l'avion avait été bas, le métal n'aurait pas pu s'échauffer en traversant l'atmosphère, donc ça n'expliquait pas ça, et ça n'expliquait toujours pas le disque lumineux. Alors ils se sont dit que c'était peut-être une météorite. Alors d'abord, il n'y a pas de cratère. Le métal est resté fluide plusieurs heures, et les météorites, c'est pas comme ça que ça se comporte, c'est un impact dur. Il n'y a pratiquement pas de nickel dans la composition de l'échantillon, et c'est incompatible avec la nature d'une météorite. Alors on sait tout sur l'échantillon, on fait des analyses micro-photographiques, etc. C'est pas la structure d'une météorite. Donc dernière possibilité, débris spatiaux. Alors ils sont allés voir les systèmes spatiaux de l'armée de l'air, qui leur ont dit, vous êtes bien gentils, mais donc là, les débris spatiaux, ça n'arrive pas en fusion sur la Terre.
Une masse qui ne laisse pas d'inventation, c'est une masse qui est tombée d'une basse altitude, c'est pas une masse qui est tombée d'une haute altitude. L'observation visuelle du disque était de l'ordre de 500 à 600 pieds, c'est-à-dire à peu près 150 à 200 mètres, et les débris à cette hauteur-là n'auraient pas été lumineux, donc ça n'expliquait pas le disque, c'était pas un ovni. Donc voilà au moins un cas où l'armée de l'air refuse l'explication, les explications classiques, et admet au fait que l'objet était un ovni. Et voilà un cas qui est parfaitement documenté, sur lequel on a les échantillons, on en a donné à plusieurs laboratoires, et à la fin de l'analyse, on n'a toujours pas d'explication. Donc ce que j'ai essayé si vous voulez, le message que j'essaie de faire passer, c'est que avant de s'engueuler sur les différentes théories ou sur les scénarios plus ou moins paranoïaques sur le phénomène, on devrait d'abord faire l'appliquer la science qu'on a. C'est vrai que ça dépasse peut-être la science actuelle, mais c'est passionnant si ça dépasse la science actuelle. C'est pas un aveu d'échec, c'est l'opportunité de faire de la meilleure science. C'est comme ça que la science avance. C'est pas nouveau ça. Des problèmes comme ça, on en a partout. On en a sur la structure du cerveau, on en a sur la structure de Jupiter. On ne comprend pas la couronne solaire, on ne comprend pas le développement du fœtus, on ne comprend pas le génome humain, on ne comprend pas les protéines des cellules humaines. Il y a des tas de choses qui dépassent la science actuelle. C'est normal qu'il y ait des choses qui dépassent la science actuelle. Ça s'appelle la nature. Et la nature nous donne ici un phénomène auquel on devrait au moins appliquer les disciplines qu'on connaît et les appareils qu'on connaît avant de commencer à faire des hypothèses. Voilà le seul message que je voulais faire passer. Merci beaucoup Jacques Vallée pour cette démonstration. Donc on retient plusieurs points intéressants. Alors, évidemment ce cas de Council Bluff. Et surtout moi j'ai retenu le cas de la collision avec un ovni sur la route. C'est pas tous les jours qu'on lit ça dans des livres sur les ovnis. C'est dur à remplir le constat. Oui, pour le constat. Donc on va se tourner vers Bertrand Meust. Qu'est-ce que tu as à dire à partir de cet exposé qui semble montrer que le phénomène OVNI est, en tout cas, quoi qu'il se cache derrière, un phénomène physique. Donc peut-être l'hypothèse Tollet-Boulon, c'est-à-dire l'hypothèse de petits extraterrestres dans leurs vaisseaux spatiaux ou de prototypes ultra secrets, ultra perfectionnés américains ou autres. Est-ce que cette hypothèse, toi, t'intéresse ou est-ce que tu la critiques ? Il faut distinguer ce qu'on appelle l'hypothèse Tollet-Boulon, il faut bien être précis. C'est l'idée d'un vaisseau tel que nous le concevons, même plus sophistiqué, mais enfin un vaisseau avec dedans des êtres vivants qui le pilotent. Bien. On n'entend pas. Vous n'entendez pas? Attendez, j'ai à peine commencé. Oui, enfin, peu importe l'intelligence, qu'elle soit présente ou pas, mais l'hypothèse d'un phénomène physique n'implique pas nécessairement le phénomène de Boulon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, personnellement, je me suis, comme certains sans doute le savent ici, je me suis intéressé 3 fois aux ovnis, j'ai même commencé par ça. Et puis je m'en suis détaché à une époque, disons, un peu désintéressé pour plusieurs raisons. La principale étant que le phénomène a été comme noyé par l'énorme masse disons les mythes médiatiques, les mythes américains qui sont tous submergés, et puis ensuite l'influence des moyens de communication modernes comme Internet, etc., qui, pour les jeunes générations, pour mes élèves de terminale, par exemple, l'OVNI, c'est pas du tout quelque chose qui est dans le ciel, c'est dans X-Files, c'est dans Internet, c'est une réalité à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Et il y a plein de jeunes dans les lycées qui sont passionnés pour ces questions, mais ils seraient très étonnés si on leur faisait ce type d'exposé-là. On l'a perdu de vue complètement. Et donc c'est un peu décourageant. Je vous raconterai une anecdote comme ça pour commencer. C'était il y a 3 ans, j'ai été invité à participer à une émission, je crois que c'était sur Radio Luxembourg, pour les 50 ans de la soucoupe, donc de l'observation de Kenneth Arnold. Et donc je participais à l'émission, mais par téléphone. Et alors le journaliste commence par me poser la question suivante. À quoi attribuez-vous cette extraordinaire vague d'ovnis qu'il y a en ce moment, retour d'intérêt pour les ovnis? J'ai dit quelle vague d'ovnis, quel retour d'intérêt pour les ovnis? Il dit ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai dit, il n'y a rien en ce moment, c'est vous qui êtes en train de créer ça, c'est une vague purement médiatique pour les 50 ans de Kenneth Arnold.
Alors il accuse Gallo autant pour moi. 5 minutes après, il me pose une question, enfin disons un quart d'heure. À quoi attribuez-vous cet énorme mouvement de phénomènes millénaristes pour la fin du XXe siècle? Je dis, mais quel mouvement millénariste? Il dit ce qu'on observe en ce moment, mais il dit rien, on n'observe rien du tout. Quel phénomène? Donc, si vous voulez... Bon, il y a un parasite Einstein, si vous voulez, qu'on ne retrouve plus dans les ovnis de ma jeunesse. Moi, c'était des ovnis, on allait dans les champs, on prenait des traces, c'était des choses qui étaient dans le ciel. Aujourd'hui, c'est dans Internet. Internet ne m'intéresse pas. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je m'en suis détaché. L'autre raison, c'est que j'ai commencé à m'intéresser plus activement à l'histoire de la métapsychique. Et alors, quand j'ai vu l'extraordinaire pression qu'il y a pour faire admettre ces phénomènes, et quand j'ai constaté que, si vous voulez, dans le domaine de la métapsychique, ce sont des phénomènes qui ne sont pas répétables, comme les phénomènes, disons, de la science classique, enfin de la physique classique, si c'était le cas, ça serait tranché, mais ils sont, disons, semi-répétables. On peut espérer les piéger dans certains cas, voir un phénomène se reproduire, c'est ce qu'on a fait avec les phénomènes, avec les grands médiums, les ectoplasmes, etc. Contrairement à ce que la rumeur laisse souvent passer, d'extraordinaires précautions ont été prises avec les médiums à ectoplasme. Vous ne pouvez pas imaginer. C'était humiliant pour les sujets d'ailleurs. Et malgré tout, lorsque vous présentez ces dossiers aujourd'hui aux gens qui, pour des raisons personnelles, ne peuvent pas l'admettre, ça ne les convaincra pas. Donc je me suis dit, si on n'arrive pas à convaincre qui que ce soit avec des phénomènes semi-répétables qu'on peut espérer piéger, etc., alors, par plus forte raison, avec un phénomène qui intervient quand il veut, où il veut, et qu'on ne peut pas espérer surprendre directement. Bon, c'était une deuxième raison qui m'a un peu découragé. La troisième étant qu'il n'y avait plus tellement de cas, d'enquêtes à faire, j'aimais bien, moi, fréquenter le phénomène comme ça sur les marches. Et puis, j'ai eu un retour d'intérêt pour la vague belge, donc la fameuse vague qui s'est passée il y a 10 ans en Belgique, et l'espace d'un été, lorsque la SOBEPS a fait paraître ses 2 énormes livres sur la vague, j'ai mis avant Berger, j'ai fait un petit bouquin, qui n'a pas grande prétention d'ailleurs, mais qui me paraît assez clair, assez net. J'ai examiné méthodiquement toutes les hypothèses par des propositions logiques, qu'on pouvait envisager pour expliquer cette vague. Il faudrait peut-être que tu nous replaces dans le contexte. Et je vais le faire, rassure-toi. Et donc, j'ai procédé à ce travail, et c'est un livre un peu... Il y a des gens qui m'ont dit, mais enfin, pourquoi ne pas avoir conclu? Je me suis contenté de dire ce que les ovnis belges, à mon avis, n'étaient pas. C'est bien pour moi. Donc j'ai procédé par... Ben, je vais vous l'exposer. Mais bon, très rapidement, je suppose que la plupart des personnes ici ont entendu parler de cette vague. Mais donc je rappelle rapidement le contexte. Vous savez qu'en Belgique, il y a une organisation qui s'appelle la SOBEPS, qui est certainement une des meilleures au monde. Elle est composée, il y a des universitaires, ils ont un local dans Bruxelles, ils ont des moyens financiers grâce à quelqu'un, disons, qui peut, disons que le directeur de la SOBEPS possède un immeuble qui sert de base à l'association. Il y a des universitaires qui participent aux travaux, il y a une revue de haut niveau, c'est vraiment fait de façon carrée, sérieuse. Et cette organisation, pendant longtemps, a été réputée comme une des meilleures de la planète. Bon. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé partout à l'époque. Il y a eu une chute d'intérêt pour cette question, puisqu'il n'y avait plus de livres. Et en novembre 89, il y a donc 11 ans, ils en étaient arrivés à un point où ils envisageaient purement simplement d'arrêter la publication de la revue, parce qu'il n'y avait plus de lecteurs. Ils avaient prévu une réunion avant Noël. Et dans la nuit du 29 novembre 89, coup de théâtre, dans l'est de la Belgique, des centaines d'observations sont signalées, d'énormes structures sont vues, émanant, vous sortez une lumière d'une puissance extraordinaire, etc. Un coup de tonnerre. Alors, immédiatement, la SOBEPS a réactivé son réseau. Quand vous savez, quand il y a des observations, les réservistes apparaissent très rapidement. Et très rapidement, c'était une ruche bourdonnante. On était en plein téléfilm américain. Bon. Et j'avoue que lorsque j'ai vu se passer ça, moi, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. C'était étonnant. Ça paraissait pas possible, quoi, que
La plus grosse vague d'OVNI qu'on ait probablement jamais vue, enfin dans ce style, se passe à 50 km de Bruxelles, comme service sur un plateau pour une des organisations les plus performantes. Je me suis dit, non, je rêve. Et donc, à l'époque, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été avancées, donc l'hypothèse des prototypes expérimentaux américains. Il faut préciser la forme que ça a duré. Alors, je vais le poster. Donc, la vague a commencé en novembre 89 et elle a duré 2 années pleines. Et il y a encore eu des observations au printemps 94, donc l'année où ils ont publié leur rapport. Donc c'est quelque chose. Alors il y a eu environ 1500 cas recensés qui couvrent pratiquement 4000 témoins. Ils n'ont pas pu tout enquêter, il y en a encore qui ne sont pas enquêtés, qui n'avaient pas les moyens de le faire. Ils ont prélevé les cas les plus spectaculaires, les plus frappants, vus de plus près par le plus grand nombre de gens, mais ils n'ont pas pu tout voir. Il n'était pas assez. Il faut préciser aussi qu'une des particularités de cette vague, ça a été la collaboration de l'armée, qui s'est avoué rapidement dépassé par les événements, incapable d'expliquer ce qui se passait, néanmoins capable d'affirmer qu'il ne s'agissait pas d'engins de l'OTAN, ou belges ou américains. On va revenir sur ce point. Et du coup, ils se sont tournés vers l'organisation qui existait déjà. Et ils ont proposé une collaboration qui a même abouti à un moment donné au fameux décollage des deux F-16 qui ont été envoyés à la suite d'un éco-radar. À la suite d'une observation faite par des gendarmes, et il y a eu un éco-radar. Il y a eu une photo assez extraordinaire, plusieurs photos de fête, mais l'une qui a été retenue, c'est la fameuse photo du petit Rochin, où on voit une structure en forme de triangle dont les points seraient les cornets en quelque sorte, émanant 3 puissantes lumières. Photo qui a été prise par un adolescent, qui a été étudiée par des services de l'armée belge, par aussi, il s'appelle Hens, je crois, Hens, aux États-Unis. Photo qui a résisté aux analyses, qui ne sont pas trucables, pour des raisons techniques que je ne peux pas vous exposer parce que ce n'est pas de ma compétence. Et donc voilà. Donc au début, je me suis dit, bon, la seule explication possible, c'est qu'on assiste à des essais de l'OTAN, des essais américains, faits à l'insu de l'autorité belge, ou plus probablement avec son accord, mais gardés secrets pour des raisons obscures. Peut-être ont-ils voulu, par exemple, tester des engins de combat en conditions réelles, c'est-à-dire sans que les radaristes, sans que les pilotes belges aient été prévenus, pour tester, par exemple, les défenses de l'OTAN. Vous pouvez imaginer cela. C'est-à-dire que les observations s'arrêtaient à la frontière belge. Alors, une des particularités qui va dans le sens de cette hypothèse, c'est qu'effectivement, comme disait Jacques Storneau, un ami plutôt sceptique, d'origine belge, disons, qui a étudié la question, il dit les ovnis faisaient demi-tour aux photos frontières. Alors, il faut préciser que dans cette histoire, aucune hypothèse ne tient la route à 100%, et au bout d'un moment, toutes les hypothèses se détruisent par une sorte de contradiction interne. Je vais y revenir. C'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin l'anomalie belge. Et donc, le fait que le phénomène s'arrête aux frontières est consistant avec l'idée d'accord secret qui aurait été passé. Mais par ailleurs, on va voir pour un certain nombre de raisons qui peuvent être erronées. Jean Joanny n'est pas d'accord avec moi sur ce point, ça pourra faire l'objet d'une discussion, que je n'arrive plus à croire à l'hypothèse des aérostats. Bon, alors, des aérostats, pas des aérostats, des dirigeants, pas des prototypes. Donc, lorsque le livre est paru, j'ai procédé à une sorte de raisonnement, et puis j'ai publié ça. En fait, je l'ai publié cette année, ce qui fait que 6 ans ont passé. C'est intéressant de voir justement ce qui reste de mes hypothèses 6 ans après. Alors 6 ans après, on a envisagé toute une série de prototypes américains de plus en plus sophistiqués, qui ont tous tour à tour été présentés comme l'explication finale de l'histoire, et puis à chaque fois ça a été démenti, on a proposé autre chose, et finalement on n'a aucune solution. Alors, ce qui donc rend très étrange l'hypothèse des... Alors, je commence par voir l'hypothèse des prototypes américains. Quelles sont les raisons pour lesquelles, selon moi, ça ne tient pas. Donc, il y a d'abord des raisons technologiques. Donc, il faut préciser que les engins en question sont vus par de nombreuses personnes, de très près, parfois plusieurs personnes à la fois, et que ce sont d'énormes objets, complètement disproportionnés par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer dans le domaine. Imaginez certains témoignages, en gros c'est le Charles de Gaulle, mais plus efficace, se promenant au ras des toits. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable des témoignages comme ça, au-dessus de petits villages de moyenne bourgade belge. De nuit toujours, bien sûr.
Alors, je vais vous raconter un récit, on va peut-être le lire tout simplement, pour que vous voyez, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, le type de témoignage. Donc le témoignage est d'une dame et de son fils, c'est du 8 novembre 92, donc c'est 2 ans après le début de la vague. Ça voudrait dire que les Américains continueraient de s'acharner à utiliser les mêmes prototypes dans le même coin qui est grand comme un département français, nuit après nuit. Après avoir quitté le petit village de Nîmes en direction d'Opagne, nous avions roulé quelques centaines de mètres lorsque mon fils m'interpelle pour me signaler la présence d'une boule très lumineuse orangée se trouvant sur notre gauche. Cette lumière a disparu très rapidement. Nous l'avons observée pendant une dizaine de secondes au maximum. Nous avions vite oublié ce que nous avions vu lorsque, arrivé un peu avant le carrefour de la route Biron-Soie, un petit kilomètre plus loin, mon fils aperçut une forme insolite venant de notre gauche et me demande ce que cela peut être. Il ralentit très fort la vitesse de la voiture et je lui demande plusieurs fois de stopper, mais il n'ose pas s'arrêter. Je continue donc l'observation par le pare-brise. Le ciel n'est pas très sombre, car la pleine lune se trouve sur notre droite assez haute dans le ciel. Finalement, lorsque nous arrivons au carrefour Biron-Soie, mon fils a quand même arrêté le véhicule. L'engin se trouvait au-dessus de nous, entre 50 et 100 mètres. Un engin très gros, de forme triangulaire. Bon, ça c'est la description la plus courante. Il avait une couleur gris anthracite et sur le dessous était disposé deux rangées de lampes jaunes en forme de V. Il y avait sur l'arrière une ou deux lampes rouges non clignotantes et une sorte de barre métallique partant du milieu de la base vers le centre de l'engin. La couleur de cette barre était plus foncée par rapport au reste de l'engin. Il n'éclairait pas les environs, il était parfaitement silencieux. Donc ça dure, c'est silencieux, ça fait. Le déplacement, il y avait des cas que raconte un cycliste qui suit l'engin. Bon. Et il ne fait ni bruit de souffle, ni aucun bruit, ni souffle. Il est capable, dans certains cas, de disparition sur place, d'accélération foudroyante, de virage angulaire, etc., etc. Donc, si vous voulez, au niveau de la technologie, bon, apparemment, on ne voit pas comment on peut construire de tels engins. On peut faire des engins qui restent sur place, mais ils sont bruyants, ils font du bruit. Vous avez les Harley britanniques, par exemple, pour faire ça, mais ça ne passe pas inaperçu. Bien, alors évidemment, on peut toujours supposer que les témoins ont déformé les performances d'objets beaucoup plus banaux dans un sens fantastique. On verra ça plus tard. Ensuite, il y a les raisons diplomatiques et militaires. Ça paraît tout à fait étrange que, si vous voulez, s'il s'agit d'un engin expérimental américain, c'est vraiment un engin qui représente une sorte de saut technologique extraordinaire. Et l'idée que les Américains aillent utiliser ça en pleine nuit du pays plus peuplé de la planète, ou presque, un des pays les plus peuplés, nuit après nuit, et cela pendant des mois, me paraît complètement invraisemblable. Une nuit peut-être, quelques nuits, mais pendant des semaines, des mois, alors qu'il y avait des gens qui étaient planqués avec des appareils photo, etc. J'ai du mal à concevoir. Et de toute façon, on ne voit pas l'intérêt de ce genre de manœuvre. Parce qu'il reste encore un troisième point, c'est que tout se passe comme si on avait donné au pilote la consigne de se faire remarquer le plus possible. Et c'est ça qui est vraiment très étrange dans l'hypothèse d'essai secret, évidemment. Il faut savoir que ces engins, dans beaucoup de cas, semblent équipés de sources de lumière d'une extraordinaire puissance. Alors, Michel Bougard, donc le directeur de la SOBEPS, raconte dans son livre une anecdote qui est tout à fait frappante. Les Américains sont venus quelques années plus tard c'est une Unsolved Mysteries, je crois, une chaîne, une mission de télé américaine qui dispose de moyens à l'américaine et qui donc rejoue les scènes avec du matériel pour donner un cadre concret. Donc ils sont équipés d'une grue et ils ont suspendu au sommet de la grue les plus énormes projecteurs qu'ils ont pu trouver, des projecteurs de 200 000 watts. Et lorsque ils ont fait venir les gendarmes pour la reconstitution, c'était le fameux cas où tout est parti dans la nuit du 29 novembre. Lorsque les gendarmes sont arrivés sur place, la première chose qu'ils ont dit, mais la lumière que nous avons vue était beaucoup plus puissante, parce que le village n'a pas été éclairé, ils avaient des repères. Et là, ça n'est pas évident. C'est une lumière blanche, crue, qui faisait qu'on en pouvait voir la structure des feuilles, etc. Donc, s'il s'agit d'essais, non pas militaires, mais disons de technologie de pointe, disons de recherche fondamentale en technologie,
on ne comprend pas que la consigne qui est donnée au pilote de se faire remarquer le plus possible. Et si des contraintes font que, parce que vont continuer à raisonner, si des contraintes qu'on ne connaît pas font qu'ils ont besoin de ces sources de lumière pour les expériences en cours, hein, alors à ce moment-là, pourquoi l'essayer au sud de la Belgique plutôt qu'au sud du désert du Nouveau-Mexique? Et je ne vois pas, personnellement, ni l'intérêt ni la possibilité de telle démarche. Voilà, donc je raisonnais ainsi. Alors ensuite, on passe à l'hypothèse des aérostats télécommandés. Elle est plus facile, en somme, parce qu'il y a plus de récits dans cette affaire faisant état d'énormes structures vues de près avec un mouvement lent que de récits faisant état d'accélération foudroyante, bien qu'il y ait les deux. Et donc on pourrait imaginer que des aérostats feraient mieux l'affaire. Mais alors à ce moment-là, on se heurte à l'énorme puissance qu'il faut supposer embarquer à bord pour les projecteurs, d'une part. Ça peut se calculer. Est-ce qu'on peut monter une telle puissance sur des dirigeables? Peut-être les physiciens, peut-être Jacques Vallée pourrait le dire, je ne sais pas, je ne suis pas compétent. Et d'autre part, à ce moment-là, si c'est des aérostats, il n'y a pas besoin du secret, ça n'est pas une technologie fabuleuse et on n'a pas la nécessité d'inventer une histoire de soucoupe pour camoufler ça. Donc on tourne toujours en rond. Alors, les chercheurs belges ont rapidement abandonné l'hypothèse d'aérostats télécommandés qui appartiendrait aux Américains, ou à l'armée belge ou à l'OTAN, et ils se sont concentrés sur une hypothèse qui paraît beaucoup plus saugrenue, c'est celle d'un inventeur privé. Alors ils ont effectivement trouvé un étrange personnage qui s'appelle, peu importe son nom, Michel K, disons, qui vit en faisant des démonstrations d'aérostats télécommandés dans les foires. Ce sont des objets gonflés à l'hélium qui, paraît-il, font 7-8 mètres, 10 mètres de long, et sur lesquels il avait monté des lampes halogènes et qui sont capables de mouvements erratiques comme ça, qu'il essayait dans des espèces de grandes structures, des grands hangars, disons, pour des foires. Et Kruzmek aurait demandé l'autorisation de faire des essais de son engin dehors. Et ça lui a été refusé. Alors pendant la vague, il a prétendu que c'était lui qui avait fait des sorties. Il s'en est vanté. Et bon, le personnage est assez mythomane, c'est un mythomane semble-t-il, et donc c'est toujours le problème du mythomane, c'est dans quel sens faut-il le croire. Et apparemment, aux dernières nouvelles, de toute façon, il nie avoir jamais procédé à tels essais. Donc, mais à supposer qu'il ait essayé, on ne voit pas comment il aura pu produire les 1500 cas recensés. Il faut préciser que pour sortir son appareil, il fallait un énorme camion, chaque sortie est très coûteuse, enfin bref, c'était impossible. Il devrait être ruiné et avoir des problèmes avec la justice, ce qui n'est pas le cas. Et donc, je dis aux dernières nouvelles, il nie de toute façon. Alors ensuite, on entre dans une hypothèse de type explication psychosociologique. C'est celle que Scorno a présentée ainsi. Scorno, donc le chercheur dont je parlais tout à l'heure. Alors Scorno, il faut préciser, quelqu'un de sarcastique, très pénétrant, et beaucoup la provocation. Quand des témoins manifestement équilibrés et crédibles racontent qu'ils ont vu défiler l'avenant jusqu'au-dessus d'une immense plateforme, quand ils ont pu observer divers détails de structure, on conçoit fort bien qu'il soit difficile à l'enquêteur qui recueille de tels récits d'échapper à la conclusion que des engins inconnus se promènent dans le ciel de Belgique. Et pourtant, s'il est une vague qui se prête idéalement à une interprétation en termes psychosociologiques, c'est bien la vague belge. Voilà. Donc il affirme ça comme ça. Alors si vous voulez, si on décompose cette espèce d'hypothèse qui est là donnée en termes très généraux, on peut obtenir les cas de figure suivants, que je prends les uns après les autres. Premièrement, les témoins mentent délibérément. Deuxièmement, les témoins déforment des stimuli banals à partir de modèles culturels. Donc ils créent une réalité par projection. Troisièmement, les témoins hallucinent, il n'y a pas de stimuli. Quatrièmement, les témoins fabulent, c'est-à-dire ils se laissent prendre au sortilège du récit. C'est-à-dire, à force de raconter l'histoire, ils finissent par croire à l'histoire qu'ils ont inventée. C'est, disons, le type de conscience qu'on trouve dans la fabulation mythique. Et enfin, dernier point, c'est un certain type de combinaison qu'on peut imaginer entre ces différentes hypothèses. Bon. Alors la première, les témoins mentent délibérément, personne ne l'a jamais envisagé, même les chercheurs, les sceptiques les plus durs, donc je ne l'examine pas. Alors le deuxième,
les témoins déforment des stimuli. Alors si vous voulez, si on admet effectivement que l'esprit humain est capable de déformer sans limite une réalité mal perçue, la discussion tombe là et on arrête le débat. Le problème, c'est que une des choses qu'on a appris dans les enquêtes d'OVNI depuis une trentaine d'années, c'est justement comment on fabrique un OVI, c'est-à-dire un objet volant non identifié, un objet volant identifié. Comment se passe, si vous voulez, psychologiquement, la création d'une erreur de ce type. Et ce qu'on a appris, ça montre qu'il y a assez peu de déformations. Les cas d'extraordinaires déformations sont rares. En réalité, ce que l'on observe, c'est une réinterprétation des données. Je peux vous raconter une histoire que j'avais moi-même enquêtée quand j'étais étudiant à Dijon, qui a été réenquêtée 18 ans après par un groupe de chercheurs de l'Est de la France. Il se trouve qu'il y a un cycle de la Lune qui est de 17 ou 18 ans, je crois. Et si vous... c'est 18 ans. Vous allez 18 ans après, à l'heure, etc., vous allez avoir exactement la Lune telle qu'elle était exactement dans la position. Et on a fait l'hypothèse que les gens avaient vu la Lune, c'était probablement le cas dans l'histoire. Ils sont revenus avec des témoins, une caméra, et à l'heure dite, ils ont eu la chance que le temps ce jour-là était parfaitement dégagé. On a suivi, ils ont repris le chemin que les témoins faisaient en voiture, et ils ont filmé. Et alors on voit le récit des témoins se dérouler. À un moment donné, l'OVNI était à gauche, l'OVNI était à droite et pour cause, puisque la route était sinueuse, on avait l'impression que l'OVNI passait au-dessus, etc. Et à aucun moment dans cette affaire, les témoins ont décrit autre chose que la Lune, en fait. Une grosse sphère jaune. Ils ne l'ont pas déformé du tout. Par contre, ils l'ont complètement interprété différemment. Alors, j'ai fait de multiples enquêtes qui vont dans ce sens. Il y a des collages de réalités disparates, des hasards extraordinaires parfois. Mais les gens, en réalité, déforment assez peu. Quand ils déforment, il faut qu'il y ait une sorte de proportion acceptable entre le stimulus et ce qu'ils en font. Si par exemple, je ne sais pas moi, ils ont vu un cerf-volant d'enfant, on ne va pas vous raconter que c'est le Charles de Gaulle qui passe au-dessus de la toile maison. Il faut qu'il y ait une proportion, si vous voulez, sur la cible, l'analogon en quelque sorte. Alors, le problème se pose donc, quels étaient les stimuli concevables dans le ciel belge, et on répond à un problème initial. Puisque, apparemment, moi j'ai cru pouvoir éliminer l'hypothèse des prototypes américains et l'hypothèse des aérostats, il resterait les sorties de l'inventeur croate, mais on a supposé qu'en effet, il n'en a fait que quelques-unes, alors qu'est-ce que les gens ont vu dans les autres cas? Et donc, on tourne en rond, et on ne voit pas sur quoi les gens auraient pu projeter pour créer de telles déformations. Bien. Alors il reste ensuite les hallucinations. Alors halluciner, ça veut dire une perception sans objet. Dans quel cas, il y a dans l'histoire des ovnis des cas manifestes de cela, c'est dans les histoires d'enlèvement, les enlèvements qui sont induits sous hypnose. Où là, il y a effectivement une fantasmagorie dont la teneur paraît très exclusivement psychique et culturelle. Et donc là, on a de nombreux cas, il y en a des milliers maintenant, mais seulement, si vous voulez, pour arriver à mettre au point le réseau social, le tissu social, les groupes d'enquête, les référentiels, tout ce que vous voulez, il a fallu une trentaine d'années entre les premiers cas d'enlèvement et puis la situation actuelle aux États-Unis. Or là, si vous voulez, dans l'histoire belge, ça explose en une nuit. En une nuit, il y a plusieurs centaines d'observations. Et donc, on est obligé de supposer quand même qu'il y a un choc perceptif à l'origine. Alors qu'après il y a eu des déformations, etc., c'est un peu comme un ciel de traîne, si vous voulez, en météorologie, c'est quelque chose qui suit. Et le choc initial paraît vraiment dû à quelque chose de perceptif. Alors ça irait si c'était des prototypes américains, mais etc., voire le raisonnement précédent. Donc, de fil en aiguille, on arrive à cette... Alors, quant à l'hypothèse de la fabulation et du récit, bon, c'est un modèle qui est très en vogue chez les anthropologues. Il rencontre cette espèce de conscience ambiguë qui est celle de l'homme qui crée des mythes ou de l'enfant qui fabule, etc. Mais le problème, c'est que dans les histoires belges, il n'y a pas d'intrigue. Les gens voient une énorme structure, mais il n'y a pas de prolongement dans les enlèvements, dans des expériences psychiques... Non, ils se contentent de décrire le passage d'une énorme structure qui les pétrifie d'admiration ou de peur, mais c'est normal.
qu'on réagisse de la sorte devant ce type de phénomène, mais rien de plus. Donc on ne voit pas très bien où est la fabulation en réalité. Alors s'il y a fabulation, ça veut dire qu'il y a une sorte de contrôle interne qui fait qu'une société donnée limite la fabulation à un certain niveau très précis. Donc, bon alors je passe en revue des hypothèses, donc ben voilà. Merci Bertrand. Jacques Vallée voulait réagir sur cette analyse de la vague belge, et peut-être vous qui habitez aux États-Unis avez eu des contacts avec l'armée américaine lors de vos recherches, de vos enquêtes et tout. Pouvez-vous nous dire de même sur ce que vous pensez que l'armée américaine puisse ou ne puisse pas accomplir technologiquement? Je retiens quand même ce dernier titre de roman, le sortie de l'Olivier Croix. Il y a une revue de presse qui a été écrite par les sceptiques belges pour former tout un roman à partir de ça. J'avoue que tu présentes un certain nombre de données que je ne connaissais pas, notamment le fait que l'intensité des lumières, c'est vrai qu'on ne voit vraiment pas pourquoi quelqu'un aurait besoin de lumière de cette intensité-là sur un appareil, par exemple, de reconnaissance, et les accélérations. C'est vrai que le modèle qui a été présenté, c'est pas que j'ai des contacts particuliers avec des militaires, mais je suis la technologie, enfin, mon métier c'est la haute technologie, professionnelle, donc je lis les revues scientifiques, je reste au courant de ce qui se passe en technologie, et il y a un certain nombre de choses qu'on peut extrapoler. On peut imaginer le genre de plateforme que les militaires sont en train de déployer. Au moment de la guerre du Golfe, il y avait un certain nombre de choses qui ont été révélées, et donc on s'est aperçu des progrès de la technologie. Il faut pas oublier que le SR-51 qui a remplacé les U-2 a été décommissionné, je crois, il y a une dizaine d'années. Le dernier vol, l'avion était classifié jusqu'à ce moment-là. Le dernier vol a été autorisé de manière ouverte. Ils ont autorisé le pilote à officiellement pulvériser les records de traversée des États-Unis. Je crois qu'il a mis 57 minutes pour traverser les États-Unis, quelque chose comme ça. C'est un avion qui avait été conçu en 1955. Donc la technologie, ce qu'on peut faire en technologie quand on veut vraiment développer quelque chose, avec les moyens d'un pays moderne, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis, ça peut aller très loin. Cela étant, on ne peut pas violer les lois de la physique, il y a quand même un certain nombre de principes physiques de base, et puis un certain nombre de principes de bon sens. Alors, une des interprétations qui ne serait pas de prototype, ce serait des appareils de série tout à fait normaux, c'est que l'OTAN est déployé, l'OTAN c'est-à-dire non seulement les États-Unis, mais les autres pays, les pays européens de l'OTAN, entraîner les opérateurs d'une série d'objets destinés à la reconnaissance, notamment à la reconnaissance électromagnétique. Alors, il y a des brevets aux États-Unis, les brevets c'est pas secret, c'est publié par définition, pour des appareils en forme de triangle, qui seraient sans pilote, qui serviraient d'antenne pour recueillir les informations électromagnétiques dans un environnement, par exemple sur un champ de bataille, dans un environnement où il y a un grand nombre de sources électromagnétiques. Par exemple, pendant la guerre du Golfe, il y avait un grand nombre des avions, des navires, il y avait des chars, etc., qui tous utilisaient bien entendu le spectre électromagnétique et qu'il fallait coordonner de manière à éviter les interférences. D'où l'idée d'avoir des appareils qui puissent stationner. Alors là, on fait un petit peu de la science-fiction pour essayer de rejoindre la vague belge. On peut imaginer, bon, c'est des dirigeables durs, c'est pas des blimps, c'est pas des dirigeables, c'est pas des Hindenburg, c'est des appareils qui auraient la taille de cette salle, qui seraient bourrés d'antennes électromagnétiques, qui seraient dirigés, qui seraient pilotés à distance. Cela étant, s'ils doivent être au ras des toits, il faut entraîner les opérateurs, et ce qui va dans le sens de cette explication-là,
que tu n'auras pas de mal à détruire d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est que d'une part ça rebroussait chemin à la frontière belge, et d'autre part ça a disparu au moment où la guerre du Golfe a commencé. Donc l'idée que ce soit... Ah non, parce que ça a duré jusqu'en 92. Oui, mais la plus grande partie de la vague s'est arrêtée dans le moment du Golfe, non? Il y a eu pas mal d'activités pendant la guerre du Golfe, justement. Alors on peut aussi supposer que les objets transitaient par la Belgique pour aller... Ils étaient entraînés. Alors, ce qui ne va pas dans cette hypothèse-là, c'est d'une part l'intensité des lumières. On ne voit vraiment pas pourquoi l'objet n'a pas besoin, à la limite, totalement invisible. On sait faire des ordures invisibles depuis des années. Les articles de la presse scientifique publique ouverte sur le dispositif d'invisibilité comme on les a vus. Ils pourraient augmenter leur altitude avec des radars, ils n'ont pas besoin de laser ou de trucs qu'on peut imaginer pour maintenir leur altitude, et ils n'ont pas vraiment besoin de voir le paysage en lumière visible. Donc ça va dans le contraire de mon hypothèse. Ouais, et puis s'il y a des déplacements ultra rapides, c'est clair qu'un dirigeable, même dirigeable dur, etc., quand même pas exagéré. Je raconte dans mon livre un cas qui a été bien observé, c'était pendant une tempête, les vents soufflaient à 130 km. Et on a vu un de ces engins, c'est une des rares observations qui a été faite de jour, il faut préciser, qui évoluait tranquillement à 40 et 50 à l'heure, au travers du vent. Est-ce qu'ils étaient tous de très grandes dimensions? Parce que moi j'aurais retenu, après l'observation de la SODEF, il y avait des certain nombre de triangles qui faisaient 10 mètres sur 10 mètres, ou 20 mètres sur 20 mètres. C'est pas le Charlot, c'est pas un porte-avions. Non, il y a toutes les tailles, mais il y a énormément de descriptions. J'ai là quelque part une série d'images que prennent les témoins, c'est très impressionnant, je sais pas si je vais le trouver comme ça. Mais c'est grand comme plusieurs terrains de football, grand comme un paquebot, grand comme etc. Enfin, les images sont très impressionnantes. Et dans certains cas, les gens avaient des repères. Par exemple, les gendarmes qui ont vu l'engin de la première nuit, là, ils avaient comme repère le toit de l'église. Et donc l'objet était juste au-dessus du toit de l'église et couvrait tout le toit de l'église. Donc ça veut dire que il était au moins aussi gros que ça, mais forcément plus gros, puisque c'était plus ancien, etc. Et donc, en général, on voit d'énormes structures silencieuses, défilant lentement, venant d'un de ces outils disparaissant. Alors il y a d'autres aspects qui militent en faveur de l'hypothèse nettement perceptive. Dans certains cas, on a pu reconstituer les trajectoires. Il y a eu suffisamment de gens qui étaient postés, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, les gens allaient nuit après nuit se poster pour voir les objets puisqu'ils apparaissaient dans la même région. C'était le début des téléphones portables, et donc les gens pouvaient se connecter. Il y a aussi des cas où on décrit un objet qui arrive, qui évite comme ça un clocher de nuit. On voit un autre cas qui est, j'ai en mémoire, où on voit la coque, le dessous de l'ennemi qui est éclairé par les lampadaires. On voit les détails de structure. On a dit que c'est arrêté au-dessus du chemin central. Oui, voilà. Alors il faut voir que c'est un pays hérissé de terrils, de lignes à haute tension, de cheminées d'usines. C'est vraiment... J'ai discuté avec des Belges qui disaient, mais piloter de nuit dans cette région, c'est le cauchemar des pilotes. Il y aura du sol. Alors que l'idée, moi, qu'on puisse utiliser des technologies si sophistiquées de façon aussi risquée, me paraît, j'ai du mal à concevoir. En plus, je ne suis pas militaire, mais il me semble qu'on évolue au ras du sol aujourd'hui, voir ce qui est arrivé à l'engin furtif américain qui s'est fait avoir par la PCAC. Donc des objets aussi coûteux qu'une simple mitrailleuse pourrait abattre. C'est forcément très fragile. Alors, dites, depuis tout à l'heure, vous êtes en train d'expliquer en fait que l'hypothèse par des prototypes ou des modèles plus ou moins secrets américains ne semble pas tenir la route. Alors vous avez quoi comme autre explication? Ça c'est déduit logiquement. Pourquoi vous ne le dites pas? Vous nous parlez d'extraterrestres, ou vous pensez à autre chose? C'est ce qu'on appelle la théologie négative. On ne peut pas dire ce que Dieu est, mais on peut dire ce qu'il n'est pas. Eh bien c'est un peu ça, on ne peut pas dire ce que sont ces choses, donc on va dire ce qu'elles ne sont pas.
C'est ça qui m'intéresse, moi. Et ce qui m'intéresse, c'est l'hypothèse américaine, parce que c'est elle qui est la seule. Je ne crois pas, je dois vous dire, à l'hypothèse psychosociologique telle que je l'ai formulée, telle que la formule Jacques Corneau, c'est une provocation. Et d'ailleurs, il faut noter que les sceptiques ont créé un modèle complètement ad hoc qui regroupe les différentes hypothèses de manière à rendre compte de ce qu'on veut. Ce qu'on observe. Donc ils ont fait une hypothèse de quelques stimuli de prototype au début, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, parce que ce ne serait pas vraisemblable. Et ensuite celle-ci elle de traîne, c'est-à-dire les innombrables affabulations que provoque le choc culturel. Et puis quand c'est trop gros ou trop près, eh bien c'est une hallucination. Ou une mystification où on peut, de façon ad hoc, comme ça, rendre compte de l'ensemble du phénomène. Bon. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de détruire d'abord le choc initial. Hypothèse, bon. Mais alors, ce que c'est, si vous voulez, j'ai oublié aussi l'hypothèse d'un phénomène naturel sur lequel on projetterait l'idée d'une intentionnalité, d'une intelligence. Qu'est-ce qui permet de distinguer, on avait discuté ça à Bruxelles il y a un mois lorsqu'on a fait le bilan de cette affaire. Qu'est-ce qui permettrait de dire, quelqu'un avait posé la question, qu'est-ce qui permettrait de distinguer un phénomène naturel de quelque chose qui serait d'origine intelligente et intentionnelle? Bonne question. Alors, on a retenu l'idée d'un comportement systématique logique, évidemment, et aussi l'idée d'arêtes nettement déterminées, de choses qui paraissent solides et structurées, etc. On voit mal un phénomène naturel avoir la structure très facile de ce que je vais raconter. Ça ferait, en général, des phénomènes qu'on pourrait observer dans le ciel comme des phénomènes classement à poudre en ligne, des choses qu'on peut des contours nettement déterminés, ou alors on sait plus ce que c'est qu'un phénomène naturel, qu'est-ce qu'on peut penser de on aurait vu la relation météorologique, la boule, elle n'arrive pas comme ça au hasard, elle correspond à des phénomènes météorologiques déterminés. Ce qui m'a semblé merveilleux, c'est les explications. Comme l'explication dont si on s'est dit que c'était des arbres furtifs. Ils ont été construits en avant, si on a d'objet. Vraiment, il faut vraiment prendre des gens. Il faut prendre des gens pour des imbéciles, parce que le F-117, c'est un chasseur bombardier. C'est pas un truc qui passe à des maisons sans faire de bruit. C'est un chasseur bombardier. Il a la particularité d'être furtif sur les radars, mais quand il passe au ras de la maison, on s'en aperçoit. Il y a des amis ici qui sont allés le voir quand ils sont passés au Bourget, il paraît que ça fait un rafut tous les heures. Qui c'est qui est? C'est Michel. C'est très bruyant. Très bruyant. Et ça vole à 270 km/h minimum. Tu veux toujours que j'en revienne Jacques n'a pas répondu à la question. Tu as une explication Non, j'avoue que je suis ébranlé par l'ensemble de ces données, notamment les lumières. C'est vrai que si les lumières sont vraiment de cette intensité-là, c'est difficile d'imaginer qu'elles accompagnent des plateformes militaires. L'hypothèse ad hoc dira que lorsqu'il y a des lumières trop intenses, ce sont dues à des déformations et des amplifications des témoins. On peut pas, en définition, on ne peut pas débouter ce type d'hypothèse, on ne sait plus quoi faire, là, on est paralysé par une hypothèse ad hoc. La seule chose, si on s'amuse à développer des hypothèses, c'est que la disparition sur place ou l'éloignement très rapide, si vraiment ça se voit de nuit avec des lumières puissantes, il suffit de diminuer l'intensité des lumières pour que le témoin ait l'impression que ça s'en va, et puis les éteindre complètement, et puis c'est une disparition sur place. L'objet est toujours là, seulement il est devenu invisible. Il y a eu des observations aux États-Unis, des observations de triangles comme cela aux États-Unis. Il y a une observation récente, qui me semble absolument fascinante, d'un témoin qui lève les yeux et qui voit des étoiles. Et il voit des étoiles qui se déplacent en groupe, c'est-à-dire que c'était comme s'il y avait eu un objet avec un vol contrôlé sur lequel on avait plein de constellations, de manière à ce que l'observateur lambda, essentiellement, ne voit rien. Donc ils se confondent avec le ciel étoilé. Donc ça, c'est des méthodes de camouflage qui sont évidemment à la portée de la technologie actuelle. Alors, on est parfaitement dans l'énigme, on a cité largement l'énigme de la vague belge, il y en a bien d'autres, il y en a dans tous les pays évidemment. Il y a un autre problème qui se pose, et là on rentre à nouveau dans le thème du symposium, c'est que cette énigme laisse des failles
béante, vraiment, et donc créer à son tour des mythes et tout un folklore. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de quelque chose qui me semble important, rapidement, mais de le dire, et de nous parler des cultes qui se sont créés autour du phénomène OVNI, notamment aux États-Unis, mais également en Europe. Alors, j'en ai parlé, je crois que j'étais un des premiers à parler de ce phénomène, surtout d'abord parce que je le rencontrais sur le terrain, une profusion de cultes et de sectes nouvelles qui alors avaient totalement embrassé l'hypothèse extraterrestre au dernier degré et qui avaient créé des groupes de très haute fidélité à ce genre d'hypothèse. Pour eux, il n'y avait pas d'autre hypothèse. C'était l'explication, ça avait changé leur vie et ils consacraient totalement leur vie à ça. Et ça m'a semblé extrêmement dangereux et j'ai voulu un petit peu tirer la sonnette d'alarme là-dessus, notamment dans un livre qui s'appelait La Grande Manipulation, qui m'a valu pas mal de critiques de la part de mes amis ufologues, parce qu'ils disaient que c'est un phénomène complètement périphérique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on étudie, il ne faut pas trop en parler parce que ça va distraire le public, et puis de toute façon ça arrive qu'en Californie. Alors c'est vrai qu'on en parlait beaucoup, c'était visible en Californie, mais en fait ces sectes existaient partout, y compris en France, y compris les Raéliens, etc. Et puis ces sectes me semblent historiquement même très dangereuses. Ça peut commencer par un petit groupe de très haute discipline, très haute loyauté à sa croyance, mais ça peut se développer de manière catastrophique. Et on l'a vu avec Heaven's Gate, avec le suicide de cette cinquantaine de jeunes gens. Alors on dit, bah oui, mais c'était des imbéciles, c'était des animés. C'est pas vrai, c'était des ingénieurs, c'était des infirmières, c'était des gens qui avaient une position dans la société, qui ont abandonné cette position parce qu'ils ont suivi les leaders. Alors dans mon livre en 75, le livre a été publié en 82 en France, il a été publié en 75 aux États-Unis, c'est s'appelle Messages of Deception, et j'avais analysé ce groupe, le groupe qui est devenu ensuite Heaven's Gate, avec un titre qui disait « ça ne vous coûte que la vie ». Donc j'avais déjà, ça prouve qu'on peut analyser ce genre de groupe, on peut analyser leur dynamique, et malheureusement, dans ce cas-là, mon livre était un peu prophétique. Alors, je ne sais pas si on peut, de toute façon, empêcher les gens d'adhérer à ce genre de choses. Il y a une telle puissance mythique dans ce phénomène que, de toute façon, il y a des gens qui, pour des raisons personnelles ou culturelles, vont adhérer rencontrer cet impératif d'adhérer à ce genre de secte. Et on voit maintenant, alors tu parlais d'Internet, un certain nombre de centaines de sites qui reflètent ce genre de mouvement aujourd'hui. Alors depuis, on sait que ces sectes ne sont pas seulement en Californie, on a trouvé le Temple solaire et d'autres sectes en Europe, y compris en France. Donc cette phénoménologie maintenant fait partie on ne peut plus étudier vraiment le phénomène OVNI sans tenir compte de ce genre de dérapage qui n'est pas de mon domaine à moi, mais qui est vraiment du domaine sociologique. Il y a un autre rapport aussi entre les chansons et les danses, les mouvements avec l'Europe, qui est célèbre, les jours de c'est vrai. Tous ces cultes dont vous parlez, et ils ont en commun de considérer que la vérité vient du ciel avec les extraterrestres. Une question qu'on va vous poser très simple, est-ce que pour vous l'hypothèse extraterrestre pour expliquer les ovnis, elle est vaine, simpliste, rétrograde ou probable? Moi je la crois probable. C'est ce que Aimé Michel avait appelé le principe de banalité. Ce fameux texte vraiment prophétique, qui est paru il y a maintenant 30 ans, 10 ans, 71, c'est pas un extraordinaire texte où Aimé Michel avait parcouru toute la gamme des raisonnements que suivent aujourd'hui les astrophysiciens, multiplicité des planètes exosolaires, etc. Et il disait, ça va devenir l'obsession de l'humanité, l'idée d'un milieu psychique cosmique, etc. Bon. Donc, simplement, je ne comprends pas pourquoi on fait de l'hypothèse extraterrestre une hypothèse simpliste. On a discuté tout à l'heure à table, en fait, cette hypothèse est tellement compliquée qu'elle recouvre toutes les autres.
puisque par définition, on est absolument tout à fait incapable de savoir de quel prodige serait capable un psychisme évolué de quelques millions d'années d'avance de technologie sur nous. Déjà, quand on voit quelle vitesse ça évolue sur notre petite planète, en quelques siècles, si elle peut en donner une idée, c'est vertigineux. Donc cette hypothèse-là, par définition, recouvre toutes les autres. Donc à mon avis, y compris lorsqu'on peut très bien imaginer que, par exemple, un psychisme de ce genre aurait réussi à transcender le temps et l'espace, etc. Donc toutes les hypothèses sont possibles à partir de celle-là. C'est une sorte de voie de cheval de Troie dans le fantastique. Donc malgré tout, il est tout à fait probable du point de vue de la science. Alors, si on va jusqu'au bout de ton raisonnement, en fait, c'est pas vraiment une hypothèse, c'est une sorte de deus ex machina qu'on peut faire intervenir à n'importe quel moment et qui, par définition, explique tout. Donc, c'est pas une hypothèse testable pour un scientifique. Une hypothèse, c'est pas simplement une idée qui explique un peu les faits. C'est en science, pour qu'on appelle quelque chose une hypothèse, il faut que ce soit non seulement vérifiable, mais qu'on puisse en faire la négation. C'est-à-dire, si on dit par exemple que le sida est causé par un virus, c'est pas une hypothèse, c'est pas une théorie, c'est une hypothèse qui est vérifiable et dont on peut faire la négation. Il y a des médecins qui ne croient pas à l'hypothèse du virus du sida et qui font des expériences pour démontrer le contraire. Alors, dire les ovnis sont causés par des extraterrestres, oui, à la limite, le cosmos est suffisamment grand, il est certain, et là nous sommes d'accord, qu'il doit y avoir de la vie partout dans l'univers. Il n'y a pas de raison que la vie soit limitée à l'environnement terrestre. En fait, maintenant on sait qu'elle est, en tout cas les éléments fondamentaux de la vie, c'est-à-dire les acides aminés, etc., ne sont pas limités à l'environnement terrestre, ça, on le sait. On sait qu'il y a des molécules complexes dans l'espace interstellaire, ce qui était faux quand je suis allé à l'école, mais enfin maintenant on en a trouvé une centaine, y compris de l'alcool d'ailleurs, c'est quand même encourageant. C'est une molécule très complexe qui donne l'alcool arrivera. C'est peut-être des extraterrestres en état d'ébriété qui viennent. Mais donc on peut tout imaginer. Fred Hoyle a écrit une série de livres sur les nuages d'hydrogène, sur les nuages d'hydrogène intelligents. Il est certain que si on était un nuage d'hydrogène supraconducteur intelligent de la taille du système solaire et qu'on ait envie de se transformer en Peugeot 405, on pourrait se transformer en Peugeot 405. Il n'y a absolument aucune limite à ce genre d'entité. Si ce genre d'entité existe dans l'univers, on peut faire n'importe quoi. L'hypothèse extraterrestre, évidemment, elle a tout un tas de niveaux, depuis des niveaux qu'on peut espérer tester jusqu'à des niveaux qui se perdent évidemment en vertige, quoi. Si vous avez une série d'hypothèses et que toutes les hypothèses qui ont été avancées les unes après les autres sont falsifiées, il y en a une seule qui ne peut être ni falsifiée ni prouvée. Vous voyez, c'est un autre type de raisonnement. Alors ça, c'est ce que m'avait dit le professeur Condon un jour au début du comité Condon à l'Université du Colorado. On avait eu cette discussion. Et il disait que pour lui, le phénomène ovni, on l'avait poussé dans ses derniers tranchements, il avait dit que pour lui, le phénomène ovni, pour cette raison-là, n'était pas un phénomène scientifique. Et ce n'était pas un sujet scientifique. Qu'il voulait bien faire cette étude pour aider ses collègues, etc. Mais qu'à son avis, c'était un problème qui ne relevait pas de la science, c'était comme l'existence de Dieu, ça ne relève pas de la science. S'il n'y a pas d'hypothèse falsifiable, on ne peut pas faire de science. Mais alors, je vais dire une chose à ce point. Moi, je ne me place pas là d'un point scientifique, mais plutôt philosophique. Alors, la philosophie, c'est l'art d'éclairer le réel par des constructions spéculatives qui sont plus vastes que ce qu'on connaît. D'une certaine manière, on peut définir ça comme ça, enfin, un certain type de philosophie. Mais qui reste rationnelle. Bon. Et donc, l'hypothèse extraterrestre, ça ouvre un espace à la pensée. C'est ça que je veux dire. Freud disait que si il prenait le genre d'hypothèse absurde, si on lui disait par exemple que le centre de la Terre est fait de confiture de framboise, il n'irait pas vérifier, il avait raison, parce que ça ne tient absolument à rien de l'ensemble de l'univers que l'on connaît. C'est absurde, intégralement absurde. Bon.
Mais alors, pour beaucoup de gens, l'hypothèse extraterrestre, il y a peu de temps, c'était de la confiture de framboise. Et maintenant, on est sorti de la confiture de framboise. On est dans un espace de pensée possible. Maintenant, une hypothèse est scientifiquement testable, alors c'est ce que c'est de faire les gens avec le projet CEPI. C'est aussi ceux qui vont chercher de la vie sur Mars, ça c'est des extraterrestres, des virus, justement. Parce que ça commence comme ça. Bon. Ça c'est testable. Mais alors, quelle forme, quel niveau, de quoi serait capable cette vie qu'on peut trouver sous forme de virus évoluant sur des durées cosmiques, ainsi de suite. Mais moi ce qui m'intéresse donc c'est l'espace philosophiquement rationnel, hein, mais néanmoins plus vaste que les hypothèses scientifiquement testables, que ça ouvre à la pensée. Il faut bien distinguer ces différents niveaux. Là-dessus, on est d'accord, mais moi je suis principalement un informaticien, c'est plus la structure de l'information qui m'intéresse que les propriétés purement physiques que je laisse à mes collègues. Le phénomène, quand on regarde sous le point de vue de l'information, est tellement varié, et tellement divers, tellement gigantesque dans les séries d'informations qu'il présente, que si quelqu'un nous donne une hypothèse, on peut prouver cette hypothèse à partir des données. On peut aussi prouver une hypothèse contraire. La seule chose dont on a besoin, c'est d'avoir, si vous me donnez la permission d'éliminer, de censurer une partie des données, on peut prouver n'importe quelle hypothèse. Et ça, du point de vue de l'information, c'est absolument passionnant, parce que et c'est exactement ce qu'ont fait les groupes, la plupart des ufologues, en essayant absolument de démontrer l'hypothèse extraterrestre au premier degré. Je te donne un exemple, un cas en Californie du Nord que je vais résumer. Les témoins sont deux personnes qui exploitent une mine, une ancienne mine d'or, qui continuent à exploiter plus ou moins sur leur propriété dans le nord de la Californie. Ces gens-là ont vu un ovni, ils ont vu un ovni plusieurs fois, toujours à la même place, une espèce d'œuf lumineux d'une dizaine ou d'une quinzaine de mètres de diamètre, qui, d'après le rapport de la société américaine qui regarde la question, a décollé à la verticale. Donc je vais sur le terrain, je gagne leur confiance, j'y vais plusieurs fois, on finit par bien se connaître, et je leur dis, moi je veux voir le lieu exact, il y a une petite clairière en tout le arbre. Et je leur dis, mais alors comment ça a décollé? Et ils me disent, ça a décollé en oblique. Je leur dis, mais si ça a décollé en oblique, ça a traversé les arbres. Ils me disent, oui, ça a traversé les arbres. Je leur dis, mais c'est pas ce qu'il y a dans le rapport entre nous à travers les arbres. Mais c'est pas ce qu'il y a dans le rapport de la société ufologique du coin. Ils me disent, écoutez, il était tellement gentil, et il croyait tellement à cet objet un peu le boulon qu'on n'a pas voulu lui faire de la peine, on lui a dit que ça avait décollé verticalement. Donc il faut tout vérifier. Alors moi ce que j'essaie de faire, j'ai pas d'explication, ce que j'essaie de faire c'est d'écouter les témoins. Les témoins ils étaient là, moi j'y étais pas. Donc c'est eux les experts. Et j'essaye d'écouter ce qu'ils me disent, et au cours des 40 dernières années, j'en ai vraiment écouté beaucoup. Et j'essaie de les écouter humblement et d'essayer de leur poser les bonnes questions. Avant d'essayer d'avoir des réponses, on devrait essayer d'avoir les questions dans ce moment. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils voient des objets qui ne correspondent absolument pas à ce qu'imaginent en général les gens qui décrivent l'hypothèse extraterrestre, en tout cas au premier degré. Par exemple, les gens sont chez eux à la maison, ils voient une étincelle, cette étincelle s'étend en plusieurs dimensions, devient un objet, cet objet devient physique, il devient matériel, par exemple il réfléchit la lumière, etc. Il se passe quelque chose de l'interaction quelconque avec l'objet, après quand l'objet devient diffus sur place, il disparaît sur place. Alors, bien entendu, il y a une explication extraterrestre de ça. On peut imaginer que les extraterrestres ont un moyen de faire des mini-trous dans l'espace-temps et de venir dans la chambre de la personne en question, etc. Mais on peut tout imaginer. À ce moment-là, on dérape totalement en dehors des hypothèses falsifiables. Mais si vraiment c'est vrai, ça veut dire que ce phénomène peut venir de n'importe où, n'importe quand. Pas nécessairement d'une autre planète, pas nécessairement de notre univers. Alors là, on a beaucoup reproché un livre que j'ai écrit qui s'appelait Dimension, qui faisait l'hypothèse que pour approfondir la nature du phénomène, il fallait regarder la possibilité qu'il y ait d'autres dimensions autres que l'espace-temps, qu'il y ait peut-être d'autres univers, qui peut-être des univers parallèles. Et encore une fois, les amis ufologues m'ont dit, mais ça c'est de la science-fiction, c'est du dérapage, etc. Je suis désolé, mais ça fait partie, c'était
faisait partie de la physique, des marges de la physique il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est en plein dans les préoccupations des physiciens, des théoriciens modernes. On sait aujourd'hui, mais pas à cause des ovnis de la parapsychologie, mais à cause de la cosmologie classique, à cause de la mécanique quantique, à cause de l'étude des particules élémentaires, que l'univers doit avoir plus que 4 dimensions, plus les 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Je suis désolé, mais ça ne marche plus. Donc les modèles de l'univers aujourd'hui sont des modèles à multiples dimensions avec n plus grand que 4. Alors on peut se battre pour savoir si on a 8 ou si on a 197, c'est la théorie d'accord, la théorie des trous noirs, la théorie des trous de verre, etc. Mais aujourd'hui, tout est possible. Donc il ne faut pas nous dire qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière, c'est déjà le contraire a été démontré. Il ne faut pas nous dire qu'il ne peut y avoir que 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Donc à ce moment-là, ce que j'essaie de dire dans le dialogue avec les ufologues, c'est si ce n'est pas des extraterrestres, alors ça devient vraiment intéressant. C'est encore plus intéressant. Et si on pouvait arriver à se dégager de cette polarité, ou bien c'est des blagues, ou bien c'est des extraterrestres, on a été enfermé dans cette polarité pendant 40 ans. Or, un bon scientifique peut vous sortir tout un éventail d'hypothèses. C'est cet éventail qu'il faut ouvrir, il faut sortir de ce blocage du débat. Attendez, le public va pouvoir réagir d'ici quelques minutes. Tout de suite, à vos ordres. Non, je voulais juste dire, c'est intéressant ce que vient de dire monsieur Vallée, qui implique que dans le milieu ufologique lui-même, visiblement, il y a une sorte d'autocensure ou de recadrage des témoignages pour que ça aille dans le sens de l'hypothèse la plus Non, mais c'est certain. J'ai été approché par exemple par plusieurs directeurs de recherche du MUFON. Le MUFON est un des grands groupes ufologiques américains qui fait un excellent travail sur certains cas, mais qui élimine systématiquement tous les cas qui ne rentrent pas dans un certain modèle, parce que dans leur optique, ils savent que ces cas ne sont pas recevables ou ne sont pas des vrais cas d'ovnis. On va pouvoir en discuter avec la salle. Jacques, il y a une hypothèse que vous avez oubliée. Le micro. Je disais, il y a une hypothèse que vous avez oubliée, me semble-t-il, bien que vous la connaissez certainement. Si c'était des poltergeists à l'échelon universel, étant donné surtout leur caractère absurde, le fait que ça existait même au temps des dirigeables, puis c'est la première forme d'un dirigeable, comme je le sais, et que Julius Obsequens le rapporte au environnement, il appelle ça l'éclipéie ardentes et bouclier brûlant, n'est-ce pas? Et le caractère absurde, ça ressemble, à mon avis, assez à des poltergeists. C'est une création du psychisme humain global. Je suis bien embêté pour le prouver, remarque. Hein. Et si on pouvait expliquer les poltergeists, on pourrait expliquer une grande partie des phénomènes décrits comme des phénomènes ovnis. Parce que le poltergeist, par définition, c'est n'importe quoi. Attendez, non, on réagit s'il vous plaît. Discipliné, donc les doigts se lèvent. Il y a déjà une question qui est intéressante qu'on peut poser là, qui nous a posé par écrit. Comment expliquer, alors on va poser la question à Jacques, comment expliquer l'évolution de l'observation d'OVNI en 50 ans? Dans les années 50, on observait plus facilement les soucoupes volantes, désormais on observe sans doute davantage d'objets ou points lumineux plus éloignés. Et ainsi que des triangles, etc. On pourrait dire en 1897, on observait des cigares volants qui ressemblaient à des dirigeables, mais qui étaient tout aussi impossibles que les ovnis aujourd'hui.